Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Heal You. Je suis Aurélie, journaliste santé. Tous les mois, je prends quelques minutes et avec l'aide d'un spécialiste, je réponds à des questions sur le corps humain. Mais attention, pas n'importe quelle question, celle que vous n'avez peut-être jamais osé poser sur votre organisme. Par exemple, peut-on mourir de peur ? À quoi sert la fièvre ? Pourquoi les femmes sont-elles plus souples que les hommes ? Ces questions, au premier abord, elles peuvent paraître très cons, et pourtant vous allez voir que d'y répondre, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer à l'adresse podcasthealyou@gmail.com ou sur le Twitter du podcast. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une expression bien connue, mourir de peur. Alors, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut vraiment mourir de peur ? C'est la question que je suis allée poser au professeur Nicolas Mansancal. Il est cardiologue à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Professeur, bonjour. Bonjour madame. Bon, professeur, question toute simple, peut-on mourir de peur ? Mourir de peur, on peut toujours mourir de peur, mais finalement, c'est quoi ? C'est mourir d'un stress. Et donc, un stress peut engendrer une mort subite. Voilà. Donc, quel que soit le stress, tout dépend de la perception que se fait la personne de ce stress. Voilà. Et certaines personnes vont penser que ce stress est minime, alors que pour d'autres, ce stress devient majeur. Et donc, oui, on peut toujours mourir de peur, mais heureusement, cela demeure exceptionnel. Et à ce moment-là, on a deux possibilités, soit après la constitution d'un infarctus, qui est avec une rupture de plaque, soit de manière plus qu'exceptionnelle, après un syndrome de Takotsubo. Résumons, mourir de peur, c'est mourir d'un stress aigu. Ce stress aigu, ça peut être la peur, mais ça peut être aussi d'autres stress, par exemple un drame familial ou une dispute. On peut en mourir, dans des cas très rares, et à ce moment-là, ça sera soit un infarctus, soit un syndrome de Takotsubo. On va commencer par le cas le plus connu et le plus fréquent, c'est l'infarctus du myocarde, on l'appelle aussi crise cardiaque. Un infarctus, c'est quoi ? C'est quand un caillot vient boucher une des artères coronaires. Ce sont les artères qui alimentent le cœur en sang oxygéné. Le professeur Mansancal nous explique un peu comment ça fonctionne. Les artères coronaires servent à apporter le sang et l'oxygène aux muscles cardiaques. Il se trouve que ces artères coronaires, c'est un peu comme des tubes. Quand on fait de la plomberie, quelquefois, il peut y avoir du tartre. C'est la même chose au niveau des artères coronaires. Il peut y avoir des plaques de cholestérol qui vont se mettre. Et avec l'âge, on sait qu'on peut avoir plus de plaques coronaires. Et donc, ces plaques coronaires, elles sont stables à un moment donné jusqu'au moment où elles se craquent et elles vont entraîner cette rupture de plaques. Et à ce moment-là, les plaquettes vont se mettre sur ce trou béant et ça va entraîner cette thrombose aiguë. Donc c'est une occlusion complète de l'artère et donc il n'y a plus de sang qui va jusque dans le muscle cardiaque. Voilà un petit peu pourquoi on fait des infarctus du myocarde. Comment la peur, ou du coup un stress aigu, peut déclencher un infarctus ? En fait, le stress aigu ne déclenche pas directement l'arrêt du cœur, mais il déclenche la création d'un caillot. C'est ce caillot qui peut boucher l'artère coronaire et donc entraîner l'infarctus. Quand un patient fait un infarctus, il peut ressentir une douleur importante dans la poitrine. Parfois, cette douleur, elle s'étend au bras gauche, au dos et ou à la mâchoire. Dès qu'un patient a une douleur thoracique qui ne passe pas, il faut qu'il appelle le SAMU. Il existe cette urgence médicale et on va tout déclencher pour permettre de déboucher cette artère. Parce qu'on sait que plus on va tarder, plus il va y avoir de séquelles. Évidemment, dans ce podcast, on échange avec un cardiologue. Mais des caillots peuvent boucher d'autres artères, par exemple les artères cérébrales. On parlerait alors d'infarctus cérébral. C'est une des formes d'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Dans l'urgence, l'infarctus du myocarde peut se traiter par angioplastie ou par thrombolyse. La première méthode, ça consiste à glisser un petit ballon dans l'artère pour la rouvrir. La seconde, à dissoudre le caillot. À ce stade du podcast, nous avons donc vu la première façon de mourir de peur. Il y en a une qu'on connaît moins, c'est le syndrome de Takotsubo. On l'appelle aussi syndrome des cœurs brisés. Alors professeur, de quoi s'agit-il ? Alors la cardiomyopathie de stress de Takotsubo ou syndrome de Takotsubo est une nouvelle entité médicale qui a été décrite en 2001, d'abord au Japon, maintenant dans le monde entier, notamment depuis 2004-2005 en Europe. Alors, ça ressemble à un infarctus, c'est les mêmes symptômes, la même présentation clinique, mais par contre, quand on fait une coronarographie, c'est un peu la radio des artères du cœur. Il n'y a pas de lésion coronaire. Comment ça fonctionne ?
Quand il est soumis à un stress, le corps produit ce qu'on appelle des catécholamines. En gros, c'est des composés chimiques, les plus connus, c'est l'adrénaline. Dans la vie de tous les jours, les catécholamines, elles sont présentes dans notre organisme, mais en petite quantité. Avec le stress, le corps produit une décharge de catécholamines. Cette décharge, elle entraîne une contraction excessive du ventricule gauche du cœur. C'est celui qui envoie le sang oxygéné dans tout l'organisme. On parle alors de sidération ventriculaire, autrement dit, le cœur cesse de fonctionner correctement. Le patient y décède, mais dans quelques cas vraiment très rares. Rassurez-vous, la quasi-totalité des malades récupèrent leur fonction cardiaque. Il y a quelques patients qui vont récupérer très rapidement et d'autres un peu plus lentement. Voilà. Certains peuvent récupérer une grande partie de leur fonction cardiaque au bout de 3 jours, d'autres, il leur faudra 7 jours, voire 2 semaines avant d'avoir un début de récupération. Donc il n'y a pas de règle par rapport à ça. Ce que l'on sait simplement, c'est qu'à distance, 1 mois, 3 mois, ça récupère. Les patients atteints de Takotsubo, c'est majoritairement des femmes âgées et donc victimes d'un stress aigu. Un exemple de Takotsubo est relativement simple. C'est une femme de 75 ans, 80 ans, et tout d'un coup, on lui annonce que son mari est décédé. C'est un stress aigu, et à ce moment-là, elle va présenter une dysfonction typique de Takotsubo. Voilà une présentation classique que l'on retrouve fréquemment. Alors, ce sont des femmes qui sont préférentiellement touchées dans la maladie, mais c'est encore des hypothèses. Et la femme non ménopausée est a priori plus protégée. Probablement qu'il y a cette protection de l'œstrogène, mais en tout cas, on n'a pas encore d'explication pourquoi c'est préférentiellement dans 90 à 95% des femmes, et on a quand même 5 à 10% d'hommes qui peuvent être touchés. En général, ce syndrome, il n'est pas reconnu comme un Takotsubo dès le début, et le patient sera traité comme s'il faisait un infarctus. Même si on pense que c'est un Takotsubo, jusqu'à preuve du contraire, on prend l'hypothèse la plus grave, et c'est donc l'infarctus qu'il faut privilégier. Donc on va le traiter comme tel, on va lui faire les examens pour vérifier que ce n'est pas un infarctus, donc c'est la coronographie, et une fois que l'on a fait ce diagnostic de Takotsubo, à ce moment-là, on va pouvoir le traiter avec juste un traitement pour la dysfonction ventriculaire gauche. Ça, c'est la phase aiguë. Et une fois qu'on a récupéré complètement, c'est au cas par cas pour savoir si on arrête ou pas les médicaments, s'il y a d'autres comorbidités, d'autres maladies associées qui conduiront peut-être à laisser certains médicaments, mais autrement, on peut arrêter à distance les traitements. Mais du coup, comment être sûr qu'il s'agit bien d'un Takotsubo ? En premier lieu, il faut faire une échographie des artères du cœur. Si elles ne sont pas bouchées par un caillot, ce n'est pas un infarctus. D'autres examens permettent ensuite de confirmer qu'il s'agit bien d'un Takotsubo. Petite anecdote, ce sont des Japonais qui ont donné le nom de Takotsubo à ce syndrome. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand le ventricule gauche se contracte, il prend la forme d'un vase typique de pêche traditionnel japonais, connu sous le nom de Takotsubo. Heureusement, comme on l'a déjà dit, le nombre de patients atteints de Takotsubo est très faible. Nous avions fait une étude en Île-de-France et on avait rapporté que son incidence, donc c'est le nombre de nouveaux cas par an, est de l'ordre de 30 par million d'habitants, ce qui représente en Île-de-France près de 360 Takotsubo. Donc c'est quand même une maladie rare. La mortalité est de l'ordre de 2 à 3% à la phase aiguë. Mais souvent, ce sont des sujets âgés, et donc c'est pour ça que ce pourcentage est un petit peu plus élevé. Voilà. Ensuite, cette maladie peut récidiver, et son taux de récidive est encore peu connu, et on estime qu'il est de 1 à 2% par an, probablement. A l'inverse, l'infarctus du myocarde touche 80 000 personnes par an en France, selon les chiffres de l'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Environ 1 patient sur 10 décède dans l'heure qui suit l'attaque cardiaque. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas, posez vos questions à l'adresse podcasthealyou@gmail.com ou sur le Twitter du podcast. Et en attendant, à très bientôt sur Podcut.